Bonjour tout le monde, ici c'est David et je vous présente une nouvelle vidéo d'histoire confinée, d'histoire online et nous allons en fait continuer avec l'étude de l'histoire de l'Espagne, la dernière partie de l'unité 3, le régime franquiste. Dans la dernière vidéo, nous avons vu quelles sont les bases, les éléments de légitimisation et mais aussi les bases idéologiques et institutionnelles de ce régime. Nous allons voir le développement du régime tout au long de l'histoire, c'est-à-dire on va faire un rapprochement plutôt chronologique ou par étapes à ces régimes franquistes, à cette dictature franquiste. Bon, on s'est arrêté ici. Je vous ai présenté les différentes étapes que nous allons étudier. On va commencer par la première. L'affirmation et la consolidation du régime, c'est-à-dire l'après-guerre et les premières années des dictatures. On va surnommer cette partie l'étape de l'autarcie. Okay, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Puis nous allons voir l'ouverture et le développement économique du régime, notamment à partir à la fin des années 50 et les années 60, jusqu'à la crise finale du régime, quand le dictateur tombe malade et il va finalement mourir dans un hôpital. Et voilà, et cela va signifier la fin de la régime et le début d'une nouvelle période de récupération de la démocratie, la transition. Mais on y arrivera dans des autres vidéos. Par rapport à la première partie, je vais essayer d'être très synthétique et vous partager avec vous les idées principales et puis voir quelques éléments particuliers de cette période avant de passer à la période suivante. D'abord, comme idée générale de la période, de cette première période à partir de laquelle on peut étudier les régimes franquistes, c'est que la période de l'autarcie, c'est une période marquée par la nécessité d'assurer la force du régime. Bien évidemment, comme on a déjà étudié dans des autres cas des dictatures, il s'agit donc dans les premières années d'assurer les pouvoirs. Et pour assurer ces pouvoirs et l'installation de ces pouvoirs, même si on a gagné la guerre, il faut se rappeler qu'on est dans un contexte au début du régime franquiste de guerre mondiale en Europe, à partir de septembre 1939. La guerre va laisser détruite l'Espagne, donc la situation générale du pays, de la société et de l'économie, c'est une situation de faim et de misère généralisée. De quelle manière va les régimes envisager la situation et comment sera cette période? Quels éléments peuvent nous aider à comprendre le développement de cette période historique, cette première période du régime franquiste? Bon, d'abord, comme on a déjà vu en parlant de sources de légitimité et de bases idéologiques et de légitimisation de ces régimes, la répression qui va prendre la forme sociale, économique, politique, toute forme de répression est bonne pour le régime pour assurer et installer son pouvoir et sa dictature, la dictature dirigée par Francisco Franco. Dans cette première période, il faut bien souligner que la phalange est l'un des groupes politiques ou idéologiques de la dictature et du côté soulevé qui a gagné la guerre civile, va prendre un rôle très très important. Ce sont des années donc de radicalité par rapport à la mise en place de la répression. Et là, la phalange joue un rôle très important, étant donné que c'est, on peut dire, la partie du mouvement soulevé, du mouvement fasciste espagnol qui a une idée claire de comment organiser ou réorganiser la société à la fin de la guerre, comment reconstruire l'Espagne à partir de ces principes, des principes inspirés dans le fascisme, bien évidemment. Et voilà. Donc la phalange va prendre un rôle très important dans cette première partie. Un autre élément de contexte très intéressant, c'est que au niveau global, au niveau mondial, la guerre froide, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, va naître. On voit la naissance donc de ces grands conflits dont on a déjà parlé,
des bipolarisations des extrêmes dans le monde autour de la figure ou de deux pays, les États-Unis et l'Union soviétique. Et c'est intéressant de noter que ces caractères anticommunistes qu'on a vus dans la première vidéo va permettre à l'Espagne de devenir un allié très important des États-Unis. Okay, donc les États-Unis vont voir en Espagne un allié potentiel. Okay, il faut cacher parfois les rapports entre l'Espagne et les États-Unis parce que la presse n'accepterait pas et l'opinion publique n'accepterait pas le rapport d'amitié avec une dictature fasciste comme celle de Franco qui a été aidée directement par le fascisme italien, par le nazisme allemand lors de la guerre civile espagnole. Mais c'est vrai que, on va les voir après, dans les années 50, il va y avoir des accords signés entre l'Espagne et les États-Unis qui vont permettre la supération, on peut dire, ou le fait que l'Espagne surmonte la situation des misères et des faim généralisées. Okay, l'Espagne va entrer donc dans le scénario international de la main des États-Unis en échange, bien évidemment, des avantages pour les USA, comme par exemple l'installation de bases militaires, etc. Mais avant que cela arrive, le régime, dans la première période d'affirmation et consolidation, va opter au niveau économique, par l'autarcie. Et qu'est-ce que c'est l'autarcie? L'autarcie, c'est un état dans lequel un pays ou une société opte pour rejeter toute forme de commerce et d'influence étrangère et de l'intervention de l'économie. C'est-à-dire, l'Espagne va sortir de la guerre civile en fermant ses portes, ses frontières à tout le monde, okay, sauf les États-Unis à partir de l'année 53, mais cela, on y arrivera. Et c'est donc une recherche de l'autosuffisance économique, c'est qu'on parle d'un isolement économique. Pourquoi l'Espagne a réagi? Bon, d'abord parce que c'est difficile de chercher des alliés quand on est un régime fasciste dictatorial qui a survécu à la Deuxième Guerre mondiale et qui a été aidé, l'installation duquel a été possible grâce à la participation directe de l'armée allemande nazie et de l'armée italienne fasciste. Donc là, on peut comprendre. Mais le régime va opter pour expliquer l'histoire d'une autre manière. On n'a pas besoin de l'aide, de la collaboration internationale, mais ce n'est pas vraiment vrai parce que la situation des misères et des pauvretés généralisées, voilà, on l'explique. Mais en fait, c'est une réponse au refus de la plupart des pays de l'escénario international d'après-guerre mondiale d'accepter l'Espagne dans les institutions internationales qui ont été créées à Bretton Woods, comme par exemple les Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies va refuser l'entrée de l'Espagne. En réponse, l'Espagne va faire une sorte de campagne médiatique interne pour les Espagnols et les Espagnols, dans laquelle il explique que si les mondes ne nous acceptent pas, c'est parce que nous sommes les meilleurs du monde, excusez-moi la simplification, mais c'est un peu comme ça. Et on peut opter toujours par l'autarcie, par l'isolement volontaire. Mais ce n'est pas vraiment un isolement volontaire, mais le résultat d'un équilibre des pouvoirs internationaux qui sort de la Deuxième Guerre mondiale. Mais cet isolement, cette autarcie va finir petit à petit dans les années 50 et finalement dans les années 60, dans la grande période de l'ouverture. Ah bien. Bon, il faut bien évidemment parler de la première période du régime franquiste comme la période de la post-guerre, okay? La période de l'après-guerre civile espagnole. Peut-être que vous avez des grands-pères, de grands-mères ou des arrière-grands-pères ou des arrière-grands-mères qui ont vécu cette période. Moi, par exemple, j'ai mes grands-pères qui l'ont vécu et c'est vrai que c'est une situation de misère extraordinaire. Okay? Il y a une pauvreté énorme. Des familles entières qui n'ont pas un bout de pain à manger et donc qu'il faut parfois demander de la charité pour exister quand même. Donc ce sont des années très, très, très difficiles. Ici, vous avez une communication de quelqu'un qui demande aux institutions franquistes un peu de collaboration pour fêter la fête du peuple. Okay? Et voilà,
C'est un peu l'idée de, il faut toujours demander, non? Le franquisme, en fait, va profiter de la pauvreté et la misère qui va se dérouler pendant les premières années de la dictature comme forme de contrôle social, politique et idéologique. C'est-à-dire, le pays est extrêmement pauvre, les seuls qui peuvent changer cette situation, c'est l'administration publique, l'administration franquiste. Donc, en acceptant cette administration, donc en se ralliant, même si c'est faux, mais c'est pour survivre, à cette idée, vous pouvez avoir des profits et peut-être sauver votre famille de l'inanition, de la pauvreté extrême et de la misère. Donc, il y a une forme d'instrumentalisation de la pauvreté et de la misère qui sert à affirmer encore plus les régimes. C'est ce qu'on appelle la répression économique. El racionamiento qui est présent à cette époque-là aussi, c'est un élément. Non? Il faut donc diviser la nourriture. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le 1946, la résolution 39 des Nations Unies régit l'entrée de l'Espagne à l'organisation. En réponse, l'Espagne va expliquer son isolement volontaire et le miracle espagnol, blablabla. Mais finalement, et par médiation des États-Unis, en 1955, l'Espagne va entrer dans l'Organisation des Nations Unies. Ce moment, il est très important parce qu'il marque déjà les changements d'époque et des périodes. On oublie donc, on laisse en arrière la période de l'isolement, on entre dans la période du commerce international. L'Espagne embrasse les capitalismes de la main des États-Unis, qui vont voir, notamment à travers les tourismes, mais aussi les bases militaires, une opportunité de faire des business, on peut dire, très, très intéressante pour eux. C'est le moment, non? Le moment clé, un moment historique très important. Francisco Franco reçoit la visite de Dwight Eisenhower, qui est le président des États-Unis. C'est le premier chef d'État qui a visité l'Espagne en décembre 1959. Les derniers chefs d'État qui s'étaient réunis avec Franco, c'était qui? Mais oui, c'était Adolf Hitler, le 1940 à Hendaye. Donc, vous voyez un peu quelle est la situation à cette époque-là. Bon, avec cela, on entre dans la deuxième période, la période d'ouverture et développement économique qui parcourt à peu près de l'année 59 jusqu'à l'année 73, où la crise finale du franquisme va provoquer la déstabilisation du régime et finalement la fin de la dictature. Des éléments intérieurs à cette période, mais qui illustrent déjà le chemin, le parcours que le pays est en train de prendre. C'est la fin du rationnement, les 1952, et les accords de Madrid signés, comme je vous ai déjà dit, avec les États-Unis l'année 53. Des accords de coopération économique, si bien ces clausules de coopération économique restent cachées à l'opinion publique, mais aussi ouvertement des accords militaires et donc l'installation de bases militaires, l'arrivée des soldats américains au territoire espagnol accordés lors des accords de Madrid en 1953. Observez le rapport entre les accords de Madrid et l'acceptation de l'Espagne à l'Organisation des Nations Unies, 2 ans plus tard. Bon, alors, comment l'ouverture et le développement économique va s'opérer depuis le pouvoir politique? Si bien on a dit que la phalange prenait un peu le rôle des directions dans la première période par des éléments idéologiques, c'est un autre groupe de pouvoir, notamment lié à l'Église catholique, qui va, on peut dire, prendre le contrôle du pays, notamment dans les domaines de l'économie. Mais étant donné que c'est une période de forte croissance économique globale, ce sont le responsable d'opérer l'ouverture économique de l'Espagne.
ce qu'on appelle les jeunes technocratas, los technocratas, qui appartiennent à l'Opus Dei, parmi lesquels, par exemple, l'un des plus importants, c'est López Rodó, qui a pensé qui a opéré ce qu'on appelle le plan de stabilisation de 1959. Qu'est-ce que c'est le plan de stabilisation? Bon, c'est tout simplement ouvrir l'économie franquiste autarcique de l'Espagne, la moderniser pour embrasser le libéralisme économique, le libre marché et la concurrence internationale. Donc ouvrir le pays signifie aussi ouvrir l'arrivée des visiteurs et notamment à travers le tourisme. Ces plans de stabilisation économique a eu des conséquences, bien évidemment. Du point de vue économique, si on parle des chiffres, c'est vrai que l'Espagne a grandi, ou la richesse ou la capacité industrielle de l'Espagne, elle a grandi énormément. Mais attention, il faut savoir à quel point était le départ de l'analyse de cette économie, qui était une économie misérable, de pauvreté extrême. Donc c'est vrai qu'au moment de l'ouverture, quand des capitaux internationaux sont entrés en Espagne, la croissance a été énorme. C'est la période qu'on appelle, comme vous pouvez voir ici, desarrollisme. Une période de développement, de croissance économique, dans laquelle aussi une partie des ouvrières espagnoles vont partir en Europe comme main-d'œuvre très bon marché. Ce qui explique un peu quelle est la situation de l'Espagne par rapport à ses voisins européens du moment. Et un autre élément qui va en parallèle à ces plans de stabilisation et qui est fait pour attirer les investissements étrangers, c'est la création du ministère de l'Information et du Tourisme, dirigé par Manuel Fraga, qui sera l'un des fondateurs d'Alianza Popular, plus tard Partido Popular, une fois la dictature a terminé, et qui sera aussi le ministre du tourisme de l'Espagne. Ces ministères, si bien il peut paraître un peu, on peut dire, superficiel peut-être, mais il va devenir un élément très important du point de vue économique, mais aussi du point de vue idéologique, de convaincre les Espagnols que le pays est en train de se moderniser énormément. Et Manuel Fraga a un objectif, attirer des touristes en Espagne pour qu'ils puissent acheter des trucs, passer ses vacances en Espagne et donc laisser de l'argent, de la richesse ici, des capitaux ici au pays, mais en même temps améliorer la projection extérieure du régime franquiste. Offrir une image d'une Espagne moderne, d'un régime dictatorial, né d'une guerre fasciste, mais qui a compris les nouveaux temps et donc qui est en train de se moderniser. Ça c'est très important et Fraga ici joue un rôle très important. Il s'agit tout simplement d'un nettoyage des visages grâce à la propagande. Ici en bas, vous avez 3 links avec des vidéos qui sont des vidéos de l'époque et qui sont très intéressantes. Je vous conseille de le voir si vous avez le temps. Je vous montre quelques images, quelques exemples de ce qu'on vient d'expliquer, de la période d'ouverture del desarrollismo en Espagne. Par exemple, on prend la SEAT, Sociedad Española Automovilística, la création d'Al 600, par exemple, à l'image aussi de ce que les nazis avaient fait avec le Volkswagen, la voiture du peuple, Volkswagen, mais aussi avec le Fiat da Mussolini. Bon, Franco, il a participé dans une entreprise publique, le régime, pour créer une voiture qui soit les symboles de cette modernisation. Toutes les familles ont la capacité d'avoir une voiture. Cela veut dire que l'Espagne va bien, que le pays est en train de grandir et que le régime veut la meilleure chose, la meilleure situation pour ses citoyens. Bon. En tout cas, c'est une manière de convaincre les gens que
les choses vont bien et que l'économie est en train de grandir. Ça s'est provoqué notamment pour l'ouverture au monde et pour l'arrivée des capitaux étrangers après les accords de Madrid avec les États-Unis. C'est ce qu'on appelle les miracles économiques espagnols des années 60, où l'on voit une idée très intéressante, pour renforcer ce qu'on disait de la croissance, del desarrollismo, et c'est un changement de la légitimité de la force, de cette répression de la première période. On passe à une légitimité de la croissance, de la modernisation. Le régime, il essaie de se légitimer pas seulement pour la force, il va bien évidemment continuer en réprimant n'importe quelle forme d'alternative, mais cette fois-ci, on va choisir aussi, notamment à travers la figure de Fraga du Ministerio de Información y Turismo, c'est légitimé aussi pour la croissance, pour la modernisation. Franco a fait possible la modernisation de l'Espagne. Donc, un tanto para él. C'est un peu l'idée qu'il y a derrière de cette manipulation propagandistique. Mais c'est aussi un moment intéressant où des grèves ouvrières vont avoir lieu pendant les années 60. L'opération de cette ouverture au capitalisme va toucher des formes plus traditionnelles, on peut dire, économiques très anciennes de l'Espagne, comme les mineurs, par exemple. Dans les mines de l'Asturie, il va y avoir une première grève qui va devenir importante parce qu'elle va s'internationaliser, donc elle va réussir à avoir de la solidarité dans un peu tous les coins du monde. Et même à Bruxelles, on a fait une manifestation en faveur de ces mineurs, etc. C'est ce qu'on appelle la Huelgona, en 1962. C'est un élément important parce que le régime, bien évidemment, va répondre avec de la répression. C'est normal, parce qu'on est dans une dictature. Mais c'est aussi vrai que cette grève, comme Picasso illustre très bien, elle va devenir un peu la lumière à suivre pour des autres ouvrières qui commencent à voir l'opportunité de changer la situation, étant donné que le régime est plus ouvert au monde, donc il n'y a plus de possibilités de changer les régimes dès l'intérieur. C'est le cas de la création, par exemple, de las Comisiones Obreras, un syndicat qui sera très important, créé dans les années 60 pour la transformation du régime de la dictature en démocratie un peu plus tard. Le tourisme, cette image de Benidorm, très typique de l'époque des années 60, tourisme masse qui continue en fait encore aujourd'hui dans certains endroits potenciés par la dictature franquiste. Vous voyez cette graphique dans laquelle, dans les années 60, on voit très clairement l'augmentation énorme, brutale, de la production industrielle espagnole. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu un miracle, mais parce qu'on venait d'une situation très, très, très pauvre. Vous voyez comme dans les années 30, il y a encore une augmentation, un essai de moderniser l'économie, mais la guerre civile nous situe encore une fois sur des valeurs très pauvres. Un accident nucléaire qui est devenu aussi un épisode historique de l'Espagne. En 1966, un avion américain s'est plongé dans la mer d'Almerie, près de la place de Palomares, un petit village d'Almerie. Et on a commencé à culpabiliser les Américains. Il est dangereux de les avoir dans nos territoires, avec ses bases militaires, avec ses armes nucléaires, blablabla. Manuel Fraga, ici présent, l'homme au milieu de l'image, il va scénifier une image qui a traversé l'histoire parce qu'il a voulu utiliser la propagande pour montrer de la calme, ça va, on peut se baigner ici, ce n'est pas dangereux, pas du tout. C'est un peu anecdotique cette histoire, mais elle illustre aussi l'utilisation de l'image et de mass média pour continuer à légitimité, à affirmer les régimes s'il y a un risque. Bon, on arrive à la crise finale, qui est opérée entre les années 73 et les années 75.
Les dictateurs voilà, en fait, malades et voilà, en fait, malades, ils commencent à perdre le soutien. L'opposition s'organise, l'ouverture du pays a permis certaines libertés ou certains scénarios où c'est caché, s'organiser était plus facile que dans les premières années. Et l'état physique, comme j'ai déjà dit, du dictateur se détériore. Et même une partie de l'Église, notamment ici en Catalogne, mais aussi au Pays Basque, va devenir une opposition à la fin du régime, en 1974. Il y a un élément important qu'il faut noter, c'est que en juin 1973, pour la première fois depuis 1938, Franco, déjà très malade, renonce à la présidence du gouvernement. Carrero Blanco, son dauphin, on peut dire, il est élu pour le remplacer. Mais Franco, si bien malade et dans ses derniers moments, il reste le caudillo d'Espagne. C'est une période qui est marquée par des différents éléments qui expliquent le début de la fin du régime franquiste. On a d'un côté la naissance de bandes terroristes, de groupes terroristes armés comme ETA et Grapo, qui ont une logique extrêmement contraire à la dictature et qui cherchent la déstabilisation totale de ces régimes pour le remplacer par des autres projets sociaux, politiques, etc. Il y a aussi la question du Sahara occidental qui va être occupée par le Maroc. Les affaires de corruption liées à des entreprises publiques, comme Matesa par exemple, l'année 70, qui marque déjà voilà, une ligne. Non, on voit que le régime, à chaque fois, il perd plus de pouvoir et il commence à devenir un élément de corruption aussi. Comme il a été toujours, hein, parce qu'une dictature, c'est un euphémisme de corruption en fait. Mais bon. Mais aussi les mouvements ouvriers qui commencent à s'organiser et qui commence à montrer sa force de faire appel à toute la citoyenneté, aux couches populaires, pour réclamer la naissance d'une nouvelle période, l'installation d'un nouveau régime, un régime démocratique dans lequel on puisse entre tous décider l'avenir, le futur de notre pays, de notre société. Deux éléments importants qui marquent la crise finale du régime franquiste. D'abord, c'est fin 1973, décembre, il y a un attentat d'État qui a été en fait célébré par une partie très importante de la population espagnole. C'est bizarre de penser ça, mais il y a eu un moment où une partie importante de la population espagnole célébrait les attentats d'État. Et c'est l'attentat qui a signifié la mort de Carrero Blanco, qui a été assassiné par le groupe armé basque indépendantiste à cause de l'explosion de sa voiture. Il a volé par les airs. Voilà, c'est une image que je pense que vous connaissez parce qu'elle est redevenue médiatique à cause des blagues, voilà, des trucs liés à la justice et à la liberté d'expression en Espagne. Et finalement, une année ou 2 années plus tard, on peut dire, en novembre 1975, le dictateur Franco meurt consommé par la maladie dans son lit. La mort de Franco nous installe déjà dans une nouvelle période et c'est la période qu'est-ce qu'on va faire avec les pays. Franco, il avait déjà prévu que Carrero Blanco lui devait remplacer avec les soutiens de Juan Carlos I qui avait pris qui avait été déclaré l'héritier du chef de l'État, mais cela on le verra après dans la vidéo de la transition espagnole. Mais ce qui nous importe maintenant, c'est de voir comment le régime touché des morts en crise va essayer une partie de ce régime de les continuer, mais une partie organique très importante de la société espagnole, même une partie qui appartient parfois au régime franquiste, va essayer de le transformer. Mais une partie aussi, la plus importante on peut dire, va essayer de l'éliminer directement. Donc on va avoir 13 options qui vont basculer dans ces premières années de la fin du régime franquiste jusqu'à la proclamation l'année 78 de la Constitution et du nouveau régime démocratique. Comme je vous ai déjà dit,
Hassan II, Hassan II, le roi du Maroc, organise la marche verte en novembre 1975 pour prendre les contrôles du Sahara occidental. Et l'Espagne, finalement, avec le dictateur presque mort, qui vient de mourir en fait, va céder le contrôle au Maroc du Sahara occidental l'année 75. État qui était né en l'année 59, voilà, qui a en fait opéré et jusqu'à l'année 2011. Il est intéressant de voir que cette organisation armée révolutionnaire indépendantiste basque est ouvertement inspirée par les Viet Cong et par les Fronts de libération nationale de l'Algérie. Deux éléments qui voilà, sont apparus dans l'histoire de France. C'est intéressant de voir ici aussi, encore une fois. Des images et des vidéos de la mort de Carlo Blanco, ok? Et je vous conseille de le voir, c'est intéressant. Et voilà. Et jusqu'ici, ok? Je sais, c'est une vidéo assez longue, intense, j'imagine, mais c'est pour cela que je vous conseille de le prendre avec de la calme, de la tranquillité, et toutes les choses que vous ne comprenez pas, vous les notez à côté et on le partage lors de vidéoconférences. Ne vous inquiétez pas parce qu'on a le temps pour voilà, discuter ce qu'on vient de voir dans cette vidéo, l'approfondir, voilà, de poser des questions, en parler comme vous voulez. Okay? Mais pour l'instant, je dois vous dire au revoir et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.